Anne Fréchette, du suivi d'intensité variable. Sylvain Proulx, du suivi intensif pour le 6 Montérégie Centre. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'entrevue dans le cadre du projet de liaison Info-Ressources. Ça fait plaisir. J'aimerais ça, dans un premier temps, que vous nous parliez de la mission des deux services. Peut-être y aller avec Anne en premier. Bien, d'abord, c'est ça. Nous, on est service de soutien d'intensité variable. Puis, on travaille au niveau de la réadaptation avec nos clients. Puis, dans le fond, il y a trois objectifs là, majeurs auxquels on travaille avec nos clients. C'est vraiment de développer leur autonomie, de diminuer le nombre d'hospitalisations, puis d'améliorer leur qualité de vie. Fait que c'est vraiment centré là, au niveau de ces trois axes-là. Puis dans le fond, je dirais que le CIV, elle a la responsabilité de trouver une solution permanente aux problématiques des clients. Et c'est pas le service qui est la réponse. Donc, on essaie vraiment de travailler avec les partenaires de la communauté. On va en parler plus tard. Mais essentiellement, là, c'est ça les grands objectifs là, du service. OK. Peut-être j'enchaînerai peut-être tout de suite avec le nombre d'intervenants dans l'équipe, le nombre de personnes qui sont suivies actuellement dans ce service-là. Actuellement, j'ai 9 intervenants, et dont un qui est là 2 journées semaine. Donc, ça fait 10 personnes. Puis, on a 150 clients que l'on suit. 150? Oui. OK. On va revenir là-dessus tantôt. Sylvain, au niveau du suivi intensif? On partage la même mission, Anne et moi. Dans le fond, c'est nous, dans le suivi intensif, c'est de vraiment travailler l'autonomie. On travaille au niveau du traitement. On va travailler au niveau de la réadaptation et du soutien. Alors, on a des évaluations des usagers en fonction de ça, puis on va travailler dans la majorité du temps à emmener l'autonomie. On cherche à ce que l'usager devienne de plus en plus autonome dans la communauté. On a des partenaires dans la communauté, dans le fond, pour éviter, nous autres, le retour à l'hôpital. Parce qu'étant donné que notre clientèle, nous, est persistante et sévère, elle est souvent réfractaire au traitement pharmacologique. Alors, tu sais, les médicaments, ils ont les limites. Alors, nous, ce qu'on va viser avec eux, c'est justement les emmener la gestion de la médication. Alors, contrairement à Anne, on va aller faire les livraisons des médicaments. Nous, on s'assure que l'usager prenne bien comme il faut ses médicaments. On va aussi, mais on va l'aider. C'est pas dans l'objectif qu'il devienne dépendant de nous. On veut vraiment l'emmener cette gestion-là de la médication. Mais c'est quand même du long terme, étant donné la persistance des symptômes au niveau de la schizophrénie. Alors, ces gens-là, bon, ben, aussi, on va les outiller à aller chercher du support dans la communauté. Parce que nous, on ne peut pas répondre à tout et on vise l'autonomie. Alors, on va leur montrer les ressources qu'il y a dans la communauté. Des fois, on va le faire avec, mais toujours dans l'objectif qu'un jour, lui, puisse le faire seul. C'est ça, dans le fond, l'objectif. C'est quoi au niveau de... Parce que là, on a un suivi intensité variable, suivi intensif, il doit sûrement avoir une différence entre l'intensité. La fréquence de rencontre. La première chose, Sylvain a parlé, il y a le traitement que nous, on peut aider, nous, en collaboration avec les pharmacies, de s'assurer qu'ils ont une bonne discipline. Des fois, on peut s'organiser que la pharmacie livre de façon quotidienne pour s'assurer qu'ils prennent leurs médicaments. Mais on n'a pas cette prise en charge-là. On va travailler avec le médecin. Le traitement, c'est la grande différence et l'intensité de service. Nous, dans l'évaluation, dans les recommandations, c'est 2 à 7 rencontres par mois qui est visé. Qu'on appelle un client CIV. Quand on tombe en deçà de cette intensité-là, on parle de soutien plus léger. Et quand c'est au-dessus, ben, on parle plus au niveau là, du soutien suivi intensif. C'est ça. Qui représente combien de rencontres environ? Souvent, c'est 8 rencontres et plus par mois. Okay. Parce que des fois, il y a des usagers on va au niveau des livraisons du matin, on va faire les livraisons du matin, on va faire les livraisons du soir. Alors, c'est déjà 2 contacts cette journée-là, plus le support qu'on va lui apporter dans la semaine, là, que ce soit thérapeutique ou que ce soit un transport pour aller vers l'hôpital, pour les labos des médecins, des trucs comme ça. Ça dépend aussi des objectifs de l'usager. Puis ça, on va l'évaluer au départ, là, avec sa demande d'admission.
on va évaluer ses besoins, puis suite à ça, ben, nous, on va coordonner les activités en fonction de l'aider, lui, à atteindre ses objectifs. Puis, Oui, vas-y, il n'est pas dit que nous, par exemple, moi, c'est déjà arrivé d'avoir 8 rencontres par mois avec certains clients. Le but est de vraiment développer leur autonomie. Donc, il faut que ça soit payant en bout de ligne. Je peux donner un exemple payant pour le client. Quelqu'un qui voudrait faire un retour au travail, puis sa problématique et cette personne-là, elle a de la difficulté à prendre le transport en commun. Okay. Nous, ça se pourrait que pendant un mois, on intensifie les contacts à 2 fois semaine, des fois 3, pour accompagner la personne en autobus pour qu'au bout de ce mois-là, cette personne-là n'ait plus besoin de nous et soit capable de se rendre à son travail. Donc, c'est des choses... C'est adapté. Exactement. Il y a une flexibilité selon... Tout le monde a des plans d'intervention, mais c'est vraiment... Personne n'a les mêmes... il y a des choses qui se recoupent, mais chaque personne a son plan. Et c'est toujours bien déterminé lors de l'évaluation qu'on fait du client. Combien de personnes, c'est quoi l'équipe au suivi intensif? Dans le suivi intensif, ici à l'hôpital Charlemagne, on a 2 équipes. Okay. On a 2 équipes. Il y a Caroline Duclos, qui elle a une équipe composée de 9 intervenants. Puis ça tourne autour de 67 usagers qu'elle suit. Tandis que moi, dans l'équipe dans laquelle je suis, on a 8 intervenants, puis on a 66 usagers présentement. C'est-à-dire qu'on a 133, puis on avait dit combien? En fait? 150. Ça veut dire qu'on est rendu à 283 personnes qui sont soutenues dans la communauté de façon, moi je pense, de façon à éviter que la situation se détériore et qu'ils mettent à risque au niveau de l'itinérance, qui est l'objet un petit peu de ces entrevues-là. Fait que c'est majeur, là, c'est du monde. C'est pour ça que je trouvais intéressant de venir vous jaser par rapport à ça, parce que on remplit plusieurs refuges là, si ces équipes-là ne sont pas là. Il y a une question que je me posais. Travaillez-vous de façon multidisciplinaire? Êtes-vous en contact? C'est qui compose ces équipes-là? Êtes-vous en contact avec les médecins traitants? Ça ressemble à quoi? Nous, c'est une équipe interdisciplinaire. Dans mon équipe, il y a une psychoéducatrice qui est spécialisée à l'emploi. Elle va travailler, elle, avec tous les 67 usagers. C'est sûr que dans nos 67, c'est pas la majeure qui veut retourner à l'emploi. Par contre, ceux qui veulent retourner à l'emploi, elle a des liaisons, elle va travailler avec le CLÉ, elle va travailler avec des organismes dans la communauté pour l'intégration à l'emploi, mais ça peut être aussi le bénévolat. On peut les intégrer aussi au niveau du bénévolat. Puis on va les suivre aussi au niveau du retour aux études. Elle va s'occuper tout de cet aspect-là. J'ai 2 infirmières eux autres s'occupent de tout l'aspect bio, là, au niveau des rendez-vous médicaux, d'être présent. Parce que c'est sûr, des fois, que l'usager, des fois, il peut entendre de quoi du médecin, ou lui peut avoir de la difficulté à se faire entendre par le médecin, fait que les infirmières sont présentes. J'ai aussi des éducatrices spécialisées. Là, eux autres, ils vont travailler plus l'aspect AVQ-AVD. Un peu que ce que Anne disait tantôt, de prendre l'autobus avec l'usager pour l'habituer, aussi à la gestion de ses symptômes pendant qu'il prend l'autobus. Aussi, lui dire, ben, tu pars du point A, tu arrives au point B, puis comment ça va se passer, lui expliquer les chemins, puis on travaille beaucoup à l'autonomie au niveau du transport pour les déplacements. Je vais faire mon nono. C'est quoi AVQ-AVD? Ben, c'est les habitudes de vie quotidiennes, puis les habitudes de vie domestique. Des choses de la vie courante. Les choses, elles vont pas, le budget, l'entretien ménager, l'hygiène. Mettre ton cadran, te lever aux bonnes heures, puis l'hygiène corporelle, se laver les dents. Tout ce qui est fonctionnel. Parce que, dans le fond, nos usagers ont cette difficulté-là au niveau de l'hygiène. Ils ont une grande difficulté d'hygiène. Fait que je pense qu'il faut leur montrer que c'est important dans la vie, de bien se présenter, puis de prendre une douche, puis on dirait que ça fait partie beaucoup aussi des symptômes négatifs de la maladie au niveau de la schizophrénie. Alors ça, je pense que ça va de soi de leur montrer les bonnes façons pour se présenter. Là. Parce qu'en général, c'est des gens qui ont des diagnostics de schizophrénie, particulièrement dans les services. Oui. Nous autres, c'est des troubles persistants sévères. C'est le diagnostic posé par le médecin, là, qui fait en sorte qu'il peut être référé à nous. Là.
Puis tu peux parler, Sylvain, tu as 2 psychiatres par équipe. Oui, on a 2 psychiatres par équipe. Aussi, moi, je suis un intervenant toxico, alors on offre aussi des rencontres de groupe où on va travailler l'aspect de la toxico. On donne beaucoup d'informations sur la toxicomanie, la prévention, la réduction des méfaits, la gestion aussi des symptômes à travers ça. On vise finalement à ce que l'usager prenne de son temps puis parte dans la communauté puis fasse des demandes d'aide, que ce soit avec le virage, que ce soit avec les communautés thérapeutiques en toxicomanie, que ce soit avec les maisons d'hébergement qui offrent aussi des services de toxicomanie. Parce que c'est sûr que ces gens-là, quand ils consomment, ça va augmenter les symptômes, puis quand ils augmentent les symptômes, ben, ils vont retourner à l'hôpital. Nous, c'est ce qu'on veut éviter. Vous visez le maintien harmonieux en logement, vous utilisez d'autres termes qui sont plus usuels. Puis il y a une affaire aussi que, tu sais, des fois, vous êtes dedans, c'est votre domaine, mais pour les gens de l'extérieur, ce qu'on constate avec vos services, c'est que vous avez vraiment une équipe multidisciplinaire. Puis souvent, l'accès aux services pour les gens qui ne sont pas dans ces réseaux-là, c'est extrêmement complexe. Alors que là, moi, je pense qu'une des forces de ces approches-là, c'est que justement, vous avez différents champ d'expertise, puis tout le monde est autour de la personne pour la soutenir, puis ça, je trouve que c'est vraiment, c'est gagnant comme formule. Mais nous, on ne fonctionne pas du tout comme Sylvain. Je ne sais pas si Sylvain, tu avais fini ton... Oui, tu peux y aller, je pense que ça complétait, là, mais s'il y a de quoi, là. Mais nous, on reçoit les demandes des psychiatres traitants. Nous, contrairement à Sylvain, l'intervenant, c'est lui qui est l'intervenant pivot. Okay. C'est lui qui voit à tout. Donc, il s'occupe de faire les liens avec l'équipe traitante, avec les différents partenaires. Donc, nous, on a des réunions d'équipe, mais les gens sont seuls dans la communauté avec leurs clients. Fait que ça, c'est une différence bien importante. Puis, les médecins, les psychiatres peuvent, en fait, ce sont uniquement que des psychiatres de Charlemagne que je reçois des références. Mais ça pourrait être bien que ça soit aussi pour d'autres personnes, par exemple la première ligne, qu'on puisse, parce que c'est pas juste, il y en a, c'est ça, qui auraient aussi besoin d'aide. Mais si tu me permets une parenthèse, parce que nous aussi, on est en train de réfléchir à ça pour le suivi intensif, puis aussi le communautaire ou dans le réseau pourrait faire une demande d'aide. Mais on n'en est pas là, mais on a quand même cette ouverture-là. Parce que nous... Moi, je trouve ça intéressant. Nous, le CIV, maintenant, va être attaché en première ligne. On va changer avec toute la réorganisation. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus. Donc, ça va être ouvert à un plus grand bassin au niveau de la population. Mais pour revenir, donc, c'est sûr que si... on travaille avec le psychiatre, on travaille avec le travailleur social si c'est au dossier. Moi, j'ai un client que je vais voir au virage. Donc, vraiment, on travaille avec la famille. Ça peut être le concierge de l'immeuble. Tous les acquis qu'on peut aller chercher dans la communauté sont nos partenaires. Il faut vraiment user de créativité. C'est ça, tantôt je pourrais peut-être donner des exemples, mais donc on travaille nous en équipe, mais on va chercher le soutien de l'équipe traitante. Des fois, le travailleur social, c'est pas nécessaire qu'il soit là, mais à d'autres moments, oui. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe qui fait que c'est gagnant. Puis dans ma composition d'équipe, moi, il y a 2 psychoéducateurs. J'ai un auxiliaire au service santé et sociaux. Ça, c'était un préposé à l'hôpital dont les tâches ont été bonifiées. Puis le reste de l'équipe, c'est des éducateurs spécialisés. Non, le niveau d'intensité ne demande pas les mêmes organisations d'équipe. Pendant que j'y pense, il y a 2 aspects, puis je ne veux pas échapper celle-là. La réflexion que vous faites par rapport à les mécanismes d'accès à ces services-là, je pense que c'est une bonne réflexion à faire, parce qu'effectivement, pour être dans d'autres lieux de concertation, plus loin du réseau santé mentale, l'accès aux services est extrêmement complexe. Fait que c'est sûr que si éventuellement il y a de l'ouverture par rapport à un cheminement vers ces équipes-là qui ne passent pas nécessairement par les médecins psychiatres, etc., je pense que c'est une bonne réflexion à faire.
ça répondrait à un besoin. Il va falloir qu'il passe par un médecin. Oui, il faut quand même qu'il y ait un diagnostic, puis qu'il y ait une référence. Mais ça pourrait être un médecin de famille dans la communauté. Dans la communauté. C'est une bonne réflexion. Vous avez commencé à toucher votre travail de collaboration avec les différents acteurs, surtout Anne, tu t'en as parlé. Comment ça se passe avec les différents collaborateurs qui collaborent avec vous dans la communauté? Nous, on en a, vous, le réseau d'habitation chez soi. Toutes les ressources communautaires, les banques alimentaires, d'un couvert à l'autre, Emploi Québec, SDEM, la Virevolte, tous les organismes, je vous dirais les banques, les caisses, parce qu'on essaie vraiment de redonner à la communauté. Je vous disais, les concierges d'un établissement, à un moment donné, on a un jeune qui est tout seul, puis le concierge a accepté d'aller le voir une fois par semaine parce qu'il y avait un bon lien avec ce jeune-là. Fait que vraiment, on essaie là, de collaborer avec la communauté, puis utiliser la communauté pour, je dirais, ça normalise en même temps. Tout à fait. On en avait un qui a syndrome de Diogène, puis on peut pas, nous, il faut comprendre qu'on est là de passage dans la vie des gens. On n'est pas là pour la vie. Donc, vraiment, il faut trouver des solutions permanentes. Puis, par exemple, quelqu'un qui a un problème de Diogène, mais là, il fallait qu'on reste, mais la situation est réglée, tout ça, mais là, finalement, on a fait appel aux pompiers, qui, eux, pouvaient avoir le mandat de venir visiter une fois par mois. Donc, nous, on a pu se retirer, fait que c'est toutes sortes de petites choses comme ça qui fait, mais vraiment, là, on est à la découverte là, de tout ça dans la communauté. Il devrait y avoir aussi plus de choses là, pour nos clients. Il en manque, mais ce qu'il y a actuellement, c'est extraordinaire pour eux. Puis nous, on fait souvent des capsules en réunion d'équipe. Hey, j'ai découvert telle ressource cette semaine, ça pourrait aider tel client. On peut faire ça comme ça. Donc, c'est ça. Mais il y en a plein, là, mais en gros... Ça ressemble un peu à ça aussi de votre bord? Je ne répéterai pas tout ce que Anne vient de dire, elle a très bien énuméré, mais c'est sûr que dans le fond, on se sert de toute la communauté, puis à tous les jours, on apprend dans notre domaine, parce que, tu sais, il surgit, un moment difficile pour nos usagers, des fois, on cherche un peu dans la communauté comment ils pourraient recevoir de l'aide, fait que, tu sais, on se questionne tout le temps. On est constamment en train d'aider cet usager-là à retrouver à quelque part l'autonomie avec un service dans la communauté. Fait que c'est constamment ça. Les défis, c'est ça, de travailler avec les partenaires. Des fois, c'est pas toujours facile parce que, tu sais, des fois, on n'a comme pas le temps de tout communiquer. La communication, des fois, c'est déjà un obstacle. Hein? Mais par contre, tu sais, des fois, on rappelle pas toujours, pour remercier un partenaire ou quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est que souvent, on n'a pas le temps, on est plus axé vers l'usager. Les policiers aussi. Les policiers, on travaille avec les policiers communautaires maintenant qui sont venus, qui ont pris de leur temps, qui nous ont expliqué aussi comment on pouvait travailler en collaboration avec eux. T'sais. Dans le fond, c'est ça, on travaille avec tout l'ensemble de la communauté. Elle a très bien dit tantôt, ça peut être un concierge, un propriétaire d'un édifice parce que l'usager a dérangé dans la nuit, ça peut être n'importe quoi. Mais puis c'est du jour au jour, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui va être le besoin qui va émerger. Et puis nous, on a un client qui a un problème de boisson, puis là, ce client-là a déménagé, puis s'est mis à fréquenter un bar. 2 jours, là, j'ai envoyé l'éducatrice aller rencontrer la femme qui le sent exactement 2 jours. Parce qu'il y a un super bon lien avec cette femme-là, il l'aime beaucoup, mais cette femme-là nous a aidé le client. Fait que c'est toutes sortes de choses qui fait que là, on avait quelqu'un, puis le monsieur était d'accord, on fait rien à l'encontre, mais quand je vous dis qu'on utilise toutes les stratégies, parce qu'on peut pas tout le temps être là, puis à un moment donné, on sera plus là aussi. Ça, c'est extrêmement précieux, puis je dirais c'est une particularité de votre service, puis il y a peu d'organismes qui y a eu l'obligation pour avoir de bons résultats de bien connaître sa communauté. Vous autres, c'est votre outil de la communauté. Puis, mais on ne retrouve pas ça partout. Hein. Des fois, on nage dedans, parce que nous, ça, c'est un organisme qui connaît assez bien ses partenaires.
on nage là-dedans, mais il y a beaucoup d'organismes qui n'ont pas, de par la nature de leur mission, n'ont pas fait cet exercice-là ou ont moins besoin. Mais au bout de la ligne, si tu ne connais pas tes différents partenaires, que tu sois une banque alimentaire ou quoi que ce soit, ben les gens qui débarquent souvent ont des problématiques multiples. Fait que c'est important de faire des efforts. Parce que je pense que pour être capable de connaître la communauté, vous avez mis en place des mécanismes pour avoir accès à l'information puis vous assurer que toute votre équipe est capable de savoir qui fait quoi sur le terrain. Ça, c'est important que tout le monde le fasse, là, peu importe si on n'est pas dans des suivis d'intensité variable ou intensive. Puis André, des fois aussi, nos partenaires nous connaissent aussi quand ils nous voient arriver. On tisse des liens aussi avec eux. C'est gagnant. Par rapport, vu qu'on est sur cet aspect-là, par rapport au travail collectif, travail de collaboration, y a-t-il des aspects que vous avez identifiés où vous dites peut-être qu'on pourrait être encore meilleur, des petits points d'amélioration, des trucs qui viennent? Oui. Ben moi, j'avais deux choses, mais c'était un peu après. Nous, des fois, c'est difficile de fermer un suivi parce que qu'est-ce qu'il y a après, tu sais? Puis des fois, il faut faire confiance aux clients. Ça c'est la première chose, mais je sais qu'il y a un soutien léger au Centre Espoir, mais il devrait y avoir d'autres choses d'intensité qui est plus au niveau du maintien. Ça manque beaucoup dans la communauté, où les organismes, pas nécessairement liés à la santé mentale, parce que c'est ça qu'on essaie de faire aussi, mettre dans d'autres choses, qu'il n'y a pas d'étiquette au niveau de la santé mentale, qui est plus normalisante. Fait que je trouve que pour nous, parce que souvent, bon, c'est le SI, après ça on a le CIF, mais qu'est-ce qu'il y a après? Donc, développer plus le partenariat avec le Centre Espoir, puis qu'il y ait d'autres options. D'autres options, ça, je dirais que, puis probablement que les gens seraient mieux dirigés dans les bons services. Parce que c'est important de faire la bonne évaluation au départ. Est-ce que ces clients-là sont à la bonne place? Puis de les aider comme on souhaiterait être aidés si nous aussi on est en difficulté, parce qu'il n'y a pas personne qui est à l'abri de la santé mentale. Tout à fait. Donc, puis l'autre chose aussi qu'on a remarqué, parce que nous, on travaille beaucoup aussi avec des programmes Pass-Action pour les aider. Puis souvent, pour ces clients-là, ça fait toute la différence au niveau de leur implication dans la communauté, puis au niveau des sous, puis de la part d'autobus qu'ils peuvent recevoir, parce qu'on s'entend qu'ils vivent avec 900 $ par mois, avec le coût des logements. Il ne reste plus grand-chose à la fin. Ça augmente le niveau du stress. Exactement. Mais là, maintenant, ils ont augmenté leurs critères de sélection. Quand on fait un pass-action, il faut souvent être prêt après pour le marché du travail. Ce n'est pas la réalité de tous nos clients. Donc, on en a plusieurs qui ne peuvent plus bénéficier et ça avait un effet très thérapeutique pour cette clientèle-là. Donc, est-ce que ça serait possible de se rasseoir puis de revoir certaines conditions, même aller directement à SDEM à cause des critères? Je ne dis pas que c'est l'organisme ou quoi que ce soit, c'est des choses qui viennent du ministère, etc. Des positions mais nous, pour nos clients, ça nous enlève beaucoup de possibilités. C'est ça. Fait que ça serait peut-être quelque chose à regarder. Là. Moi, c'est les deux. Je vais faire un petit pouce là-dessus. Le dossier des Pass-Action et compagnie, c'est sûr que les acteurs en santé mentale, à la table santé mentale, il y a différentes actions qui sont faites pour tenter de trouver des alternatives, tenter de ramener justement une possibilité pour les gens qui sont un petit peu plus loin du marché de l'emploi. Bien évidemment, c'est des positions gouvernementales, mais je dirais qu'il y a du travail qui se fait. L'autre truc que tu as soulevé, la relève ou qui prend la suite, c'est sûr que moi aussi je suis d'accord de dire qu'il y a peut-être moyen de réfléchir à d'autres modèles. Parce que je pense aux communautés anglophones qui ont développé un petit peu plus le côté bénévolat, où il y a des gens qui vont faire des visites d'amitié. On a un petit peu moins ça du côté francophone. Il y a peut-être moyen de réfléchir éventuellement sans que ça soit... on n'est pas dans le suivi d'intensité variable ou on est dans l'autre chose. On est dans une... d'amitié, il y en a à Montréal. Puis ça, des fois, ça nous permettrait, nous, de pouvoir quitter
si on sait qu'il y en a qui sont seuls au monde, là, on s'entend, Ouais, mais tout à fait. visite d'amitié, il y en a beaucoup dans les services communautaires en ville. Ici, j'ai tellement cherché, on a les joyeux retraités de Longueuil, mais des fois, c'est de l'écoute téléphone. En tout cas, Ouais. mais il manque... C'était une bonne piste de réflexion collective. On va l'enregistrer, premièrement. Ben, c'est sûr que c'est important. Je pense aussi, tu sais, on regarde l'aspect de la toxico, tu sais, depuis des années, on regarde, bon, les alcooliques anonymes, depuis 1935 que ça existe. Puis eux, ils font du soutien entre eux, c'est du soutien communautaire, tu sais, c'est des groupes d'entraide, puis ils se rencontrent, puis, tu sais, ils partagent entre eux un vécu. Tu sais, je pense qu'au niveau de la santé mentale, on aurait aussi avantage à développer ce genre d'activité-là, puis de support. Puis tantôt, qu'est-ce que Anne disait? Ben, c'est doublement plus difficile là, pour notre clientèle, nous, par rapport à les troubles persistants sévères. Puis moi, quand j'ai fouillé un peu dans les recherches, qu'est-ce qui se faisait, bon, j'ai été regarder au niveau de Drake et Newser, puis eux autres, ils disaient, la meilleure chose pour aider une personne qui a une schizophrénie puis une toxico, c'était de l'intégrer à l'emploi. C'était que cette personne-là soit occupée. Puis dans le fond, ça va travailler pour nous autres, parce que pendant qu'il est occupé à travailler, à faire une activité, à sentir qu'il donne un sens à cette vie-là. Totalement. Écoute, puis là, tu vas le coacher parce que là, écoute, j'ai consommé, moi, là, puis je suis en train de perdre mon travail. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour régler cette situation-là? Fait que là, tu l'as dans sa motivation, ce gars-là, puis il veut travailler, tu sais, puis ils veulent être occupés. Des fois, ça ne fonctionne pas avec tout, là, tu sais, c'est pas miraculeux, mais je pense qu'on en aiderait un bon pourcentage de ces gens-là à s'intégrer dans la communauté, puis à faire de quoi d'enrichissant, puis bon pour l'estime d'eux aussi, puis de sentir qu'ils peuvent donner un sens à leur vie. Ça, c'est tellement fondamental. J'en reviens au dossier d'itinérance, parce que c'est l'objet un petit peu de ces entrevues-là. À un moment donné, j'étais à Montréal, il y avait une grande réflexion visant à mettre en place le prochain plan d'action en itinérance, puis il y a des groupes à travers le Québec, c'est une salle gigantesque. Là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un je pense, d'une banque alimentaire ou soupe populaire, un peu comme repas du passant, qui parlait qu'à un moment donné, il y a un itinérant qui a commencé à s'impliquer dans l'organisme. Il a trouvé un sens à sa vie, puis comme il disait, puis après ça, il a commencé à prendre soin de lui tout seul, parce que sa vie avait un sens. Fait que créer des occasions pour trouver un sens, là, moi je suis j'en fais la promotion, bien évidemment. D'ailleurs, si vous avez vu dans le petit bottin, j'ai rajouté une section bottin de ressources, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était vraiment du symbolique, je l'ai mis au début. Me sentir utile, trouver un sens à ma vie, parce que c'est ça, les gens après ça, ils collaborent plus, puis ils ont le goût de filer mieux, puis voilà, c'est génial. Y a-t-il d'autres aspects que vous aimeriez, y a-t-il des aspects moins connus de votre travail? Il y a peut-être celle-là que j'ai peut-être échappé, de par les autres partenaires. Y a-t-il des aspects de votre expertise qui pourraient être plus sollicités? Je ne parle pas de vous rajouter du travail, mais peut-être plus dans un esprit de collaboration collective. Ça aurait pu être intéressant. Davantage de groupes d'entendeurs de voix. Tu sais, moi, c'est sûr, j'ai un bagage en psychoéducation, l'animation des groupes, tu sais, étant donné le suivi individuel, puis moi, je chapeaute une équipe d'intervenants, mais moi, c'est un aspect qui pourrait être peut-être développer davantage. Là, si, c'est ça, mes entendeurs de voix, ils font vraiment des belles choses, développer une expertise à ce niveau-là, que les groupes de toxico de Sylvain soient ouverts à plus, c'est ça, à notre côté, mais en même temps, c'est ça, c'est tous les budgets, les cohortes et tout ça, puis on a beaucoup de travail. On ne peut pas travailler à temps plein, mais bénévole à temps plein, sans mettre notre santé mentale en danger. Tout à fait, tout à fait. Ouais. J'irais plus. Moi, je vais parler de ma paroisse. Je travaille en toxico depuis plusieurs années. Puis je trouve que qu'est-ce qui manque ici au niveau de la toxico, ça serait comme un centre vraiment de plus, une grande ouverture, une forme d'urgence de toxicomanie. Puis je trouve que ça manque sur la Rive-Sud. Un endroit où il est ramassé sur la rue, puis il est intoxiqué, il n'y a plus d'endroit pour vivre. On ne peut pas l'emmener dans une place, puis prendre soin un peu de lui, tu sais, puis lui donner un café quelques jours là, qui peuvent
déjà reprendre du mieux, puis avec des intervenants sur place, qu'on pourrait le rediriger dans la communauté. Je trouve qu'en Montérégie, je trouve que c'est un centre de dégrisement. Centre de dégrisement. Ça manque, je trouve, en Montérégie, Ah, cet aspect-là, pour les itinérants, pour les gens qui ont une problématique de santé mentale et de toxicomanie. Je pense que ça pourrait aider l'ensemble des partenaires, puis ça pourrait aider aussi nous autres à notre travail. Puis, je dirais faire même de la prévention dès l'adolescence, beaucoup plus qu'on en a au niveau de la consommation. Un des précurseurs, c'est l'intoxication. Souvent, le premier épisode psychotique, c'est suite à une consommation de drogue. Donc, il y en a, je le sais, mais je trouve que je vois tellement de jeunes, là, j'en ai tellement, le jeune vingtaine, première psychose, première intoxication, puis après c'est de plus en plus inquiétant avec la légalisation du cannabis. C'est quand même pas banal comme substance. Non, c'est ça. Il a augmenté la puissance de cette substance. Il ne faut pas négliger non plus les effets, les méfaits liés à cette substance-là. Tout à fait. Ben, peut-être pour vous donner un petit peu le portrait de ce qui se passe sur le terrain, je vais y aller dans ce sens-là. À la table itinérante Rive-Sud, c'est une table qui est assez qui est solide, qui est active, beaucoup d'acteurs importants. C'est sûr que le centre de dégrisement est au-dessus des priorités depuis des années. C'est évident qu'on cherche depuis des années à ce qu'il y en émerge un éventuellement. Bon, là, on n'est pas dans une période où les sous pleuvent, mais c'est un dossier qui s'armappe totalement parce que c'est un besoin. Parce que si t'es trop intoxiqué, on ne peut pas t'envoyer dans un refuge parce qu'à un moment donné, il faut que le refuge soit fonctionnel aussi. Fait que c'est sûr que c'est un gros dossier qui est important, puis souhaitons-nous qu'il émerge un de ces quatre. Ben écoutez, Sylvain Proulx, merci pour ton entrevue. Anne Fréchette, merci. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.